humiliée par mon fils, qui m'a rabaissée en me traitant de serveuse devant sa femme. J'ai riposté d'une manière inattendue. Découvrez cette histoire saisissante de dignité et de surprise. Abonnez-vous pour plus de récits palpitants. Au dîner, mon fils m'a traité de serveuse devant sa femme. Ma réaction les a choqués. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de ma chambre et j'ouvris les yeux, écoutant le silence de la maison. En 42 ans de mariage, je ne m'étais jamais habituée à me réveiller seule. 6 ans s'étaient écoulés depuis le départ d'Étienne, mon mari, et je continuais à penser qu'il allait entrer avec un plateau de croissants et de mûs de cam, comme il le faisait chaque matin. Moi, Margot Lefebvre, 65 ans, veuvée, ancienne bibliothécaire scolaire, et presque invisible pour ma propre famille, bien que, je l'admette, cette dernière définition ne m'était pas venue tout de suite. Elle s'était formée lentement dans mon esprit, avec chaque appel manqué, chaque visite annulée, chaque « désolé, maman », pas aujourd'hui. Me levant doucement du lit, j'enfilai une vieille robe de chambre, mais préférée, qu'Étienne m'avait offerte. Pour notre 30e anniversaire, le cachemire avait perdu sa douceur, mais, par les matins froids de Quimper, elle me procurait encore chaleur et souvenir dans la cuisine. Je mis la bouilloire en route et regardai dans le réfrigérateur. Aujourd'hui était le grand jour, un dîner familial auquel j'avais invité les enfants et les petits-enfants. De tels rassemblements étaient devenus rares, surtout ces dernières années. Tout le monde était occupé par sa propre vie. Julien avec sa compagnie d'assurance, Élodie avec ses rapports comptables interminables, les petits-enfants grandissant, plongés dans leur téléphone et ordinateur, et même Léa, 10 ans, la plus jeune, préférait maintenant les jeux vidéo à nos lectures ensemble. Je sortis un carnet pour faire une liste de courses. Julien aimait le coq au vin, Élodie préférait le poisson, et son mari, Antoine, mangeait et de tout, tant que la portion était généreuse. Céline, la femme de Julien, suivait toujours un nouveau régime, donc il valait mieux préparer une salade pour elle. Les petits-enfants, eh bien, ils n'apprécieraient probablement rien d'autre que des frites et des nuggets de poulet. Je soupirais, me souvenant comment Julien adorait ma tarte aux pommes quand il était enfant, et Élodie demandait toujours plus de légumes cuits, comme les choses avaient changé. Regardant ma montre, je réalisais que le marché était ouvert. Finissant rapidement mon thé, je m'habillai et sortis. Quimper m'accueillit avec une pluie fine, typique du climat breton, même au milieu de l'été. Relevant ma capuche, je me dirigeai vers le marché. Ma vieille Renault restait inutilisée dans le garage. Depuis que j'avais légèrement rayé le pare-chocs, en me garant devant un magasin l'automne dernier, Julien avait insisté pour que j'arrête de conduire. « Maman, tu n'es plus de cet âge », avait-il dit à l'époque. Je n'avais pas discuté, bien que je savais au fond de moi que j'étais encore parfaitement capable de conduire. Étienne disait toujours que j'étais la meilleure conductrice de la famille. Mais maintenant, les enfants décidaient pour moi, à Quimper. Je me dirigeais vers le marché local, où l'odeur de pain frais et de fromage flottait dans l'air. Aujourd'hui était le grand jour, un dîner familial auquel j'avais invité les enfants et les petits-enfants. De tels rassemblements étaient devenus rares, surtout ces dernières années. Tout le monde était occupé par sa propre vie. Julien avec sa compagnie d'assurance, Élodie avec ses rapports comptables interminables, les petits-enfants grandissant, plongés dans leur téléphone et ordinateur, et même Léa, 10 ans, la plus jeune, préférait maintenant les jeux vidéo à nos lectures ensemble. Je sortis un carnet pour faire une liste de courses. Julien aimait le coq au vin, Élodie préférait le poisson, et son mari, Antoine, mangeait de tout, tant que la portion était généreuse. Céline, la femme de Julien, suivait toujours un nouveau régime, donc il valait mieux préparer une salade pour elle. Les petits-enfants, eh bien, ils n'apprécieraient probablement rien d'autre que des frites et des nuggets de poulet. Je soupirai, me souvenant comment Julien adorait ma tarte aux pommes
quand il était enfant, et Élodie demandait toujours plus de légumes cuits, comme les choses avaient changé. Regardant ma montre, je réalisais que le marché était ouvert. Finissant rapidement mon thé, je m'habillai et sortis. Quimper m'accueillit avec une pluie fine, typique du climat breton. Même au milieu de l'été, relevant ma capuche, je me dirigeai vers le marché. Ma vieille Renault restait inutilisée dans le garage. Depuis que j'avais légèrement rayé le pare-choc, en me garant devant un magasin l'automne dernier, Julien avait insisté pour que j'arrête de conduire. « Maman, tu n'es plus de cet âge », avait-il dit à l'époque. Je n'avais pas discuté, bien que je savais au fond de moi que j'étais encore parfaitement capable de conduire. Étienne disait toujours que j'étais la meilleure conductrice de la famille, mais maintenant, les enfants décidaient pour moi. Au marché, je parcourus méthodiquement les étals, mettant tout ce dont j'avais besoin pour le dîner. Dans mon panier, la vendeuse, une femme d'à peu près mon âge, me sourit. « Vous préparez quelque chose de spécial, Madame Lefebvre ?»« En dîner familial, » répondis-je, surprise qu'elle se souvienne de mon nom. « Comme c'est merveilleux. Mes enfants ne se réunissent plus beaucoup, sauf à Noël. » J'y hochaillai la tête. Avec compréhension, Noël était la seule fête où mes enfants venaient sans rappel, ni supplications, et ces visites devenaient de plus en plus courtes. Ces dernières années, avec des sacs lourds, je rentrais chez moi. Notre maison est une petite maison de 2 étages, dans une rue calme de la banlieue de Quimper. Étienne et moi l'avions achetée dans les années 70, quand les prix étaient bien plus bas. À l'époque, nous pouvions à peine payer la compte, mais Étienne croyait toujours en l'investissement immobilier. « Une maison ne perdra jamais de valeur, Margot, » disait-il. Il avait raison. Notre modeste maison valait maintenant plusieurs fois son prix initial. Mais ce n'était pas seulement la maison. Étienne, qui enseignait la physique dans un collège local, était un homme remarquablement prudent. Il investissait de petites sommes dans diverses entreprises, surtout des entreprises technologiques, quand elles démarraient à peine. Au moment de son départ, nous avions un portefeuille d'investissement solide. Je n'avais pas parlé de l'argent à mes enfants au début, parce qu'Étienne pensait qu'ils devaient apprendre à travailler pour eux-mêmes et apprécier ce qu'ils gagnaient. Ensuite, en grandissant, ce n'était jamais le bon moment. Et après sa mort, eh bien, ils étaient trop occupés pour vraiment s'intéresser à mes affaires. Après avoir rangé mes achats, je commençais à cuisiner. Le coq au vin prenait du temps, donc je m'en occupais en premier. La marinade de vin rouge, Tim et laurier, était une recette de ma mère. Je me souviens avoir appris à Élodie à la faire. Quand elle était adolescente, elle se tenait à côté de moi, levant les yeux au ciel et m'assurant qu'elle ne passerait jamais autant de temps à cuisiner. « Maman, c'est le 21e siècle. Il y a la livraison de repas, » disait-elle. Élodie nourrissait maintenant sa fille de plats préparés et n'y voyait rien de mal, en hachant les légumes pour la garniture. Je réfléchissais à la manière dont les relations dans notre famille avaient changé. Quand les enfants étaient petits, la maison était toujours pleine de rires et de bruit. Julien avec ses entraînements de football incessants, Élodie avec ses livres et ses rêves de devenir écrivaine. Où étaient passés ces temps? Quand mes enfants étaient-ils devenus des adultes occupés, pour qui un appel à leur mère n'était qu'un point sur la liste des tâches? Après la mort d'Étienne, les choses empirèrent. Les premiers mois, ils appelaient tous les jours, venaient les week-ends, mais progressivement, les appels devinrent moins fréquents, les visites plus courtes. Ils mettaient ça sur le compte de l'occupation, du travail, des enfants. Je les comprenais, vraiment, chacun a sa propre vie. Mais parfois, lors des soirées particulièrement calmes, je ressentais un vif sentiment de solitude. Je ne pensais pas être malheureuse. J'avais ma routine, le journal du matin et le thé, une promenade à la bibliothèque, où j'avais autrefois travaillé et où j'aidais encore à cataloguer les livres, 1 fois par semaine, des rencontres avec des amis au café local. Tout cela remplissait mes journées.
mais ne comblait pas le vide laissé par la famille en préparant le dessert, la même tarte aux pommes que Julien aimait tant quand il était enfant. Je réfléchissais à mes économies. 900 000 €. Une somme dont personne dans la famille ne se doutait. Étienne avait toujours dit que nous devions vivre modestement, mais prévoir l'avenir des enfants, et j'avais suivi ce principe toutes les années après sa mort. Je vivais de ma pension d'enseignante, me permettant occasionnellement de petits plaisirs, comme une nouvelle robe ou un billet pour un concert classique. Parfois, je me demandais si l'attitude des enfants aurait changé s'ils avaient su pour l'argent. Leurs visites auraient-elles été plus fréquentes, leurs appels plus longs, mais ensuite, je m'arrêtais. Je ne voulais pas d'un amour acheté avec de l'argent. Je voulais juste faire partie de leur vie, ne pas me sentir comme un fardeau, au pire, invisible. À 17 heures, tout était prêt, la table était mise, le dîner préparé, la maison nettoyée. J'avais même pris le temps de coiffer mes cheveux et de mettre ma plus belle robe, une bleu marine avec un motif floral discret. Étienne disait toujours que le bleu faisait ressortir la couleur de mes yeux. La sonnette retentit à 18 heures précises. Julien et sa famille furent les premiers à arriver. Mon fils, un homme grand avec des cheveux grisonnants, me fit une brève étreinte. Céline, sa femme, fit un baiser dans l'air à côté de ma joue, craignant d'abîmer son rouge à lèvres impeccable. Lucas, leur fils de 16 ans, m'en a une salut sans détacher les yeux de son téléphone. Seule Clara, 14 ans, me fit une étreinte sincère, demandant comment j'allais. Bien. Ma chérie, répondis-je, contente que quelqu'un dans cette maison me voyait comme une personne, et pas juste une vieille femme. Élodie, son mari, et leur fille arrivèrent 15 minutes plus tard. Ma fille, toujours pressée et irritable, me donna un rapide baiser sur la joue, et commença immédiatement à s'excuser pour son retard. La circulation était terrible. Maman et Antoine, comme d'habitude, ne trouvaient pas ses clés. Antoine, son mari, sourit seulement, coupable, chauffeur de camion. Il passait la plupart de son temps sur la route et semblait heureux de toute occasion d'être à la maison, même si cela signifiait un dîner chez sa belle-mère, Léa, leur fille de 10 ans. Une fille calme avec des tresses me sourit timidement. Elle avait toujours été timide, contrairement à sa mère. Entrez, tout est prêt, dis-je, les guidant dans le salon, où Julien et sa famille étaient déjà assis. En regardant ma famille assise à la table, je ressentis un étrange mélange de joie et de tristesse. Ils étaient là, mes enfants et petits-enfants, tous réunis sous un même toit. Et pourtant, en les observant, je ne pouvais échapper à la pensée qu'à leurs yeux, je n'étais qu'un décor, une nécessité, pas une personne vivante, avec ses propres pensées, sentiments et histoires. J'apportai le coq au vin et le plaçai au centre de la table. Julien se redressa immédiatement, attrapant son couteau. Élodie commença à servir une salade pour Céline, qui lui rappela discrètement son nouveau régime. Les enfants fixaient leur téléphone, ignorant mes demandes de les poser. Alors, comment vont les choses au travail? Julien, se demandai, essayant de lancer une conversation, toujours pareille. Maman, répondit-il, gardant les yeux sur son assiette. Clients, réunions, rapports, rien d'intéressant. Et toi, Élodie? Occupée à en mourir. Fin de trimestre. Tous les rapports sont urgents. La conversation ne prenait pas. Les enfants parlaient entre eux de connaissances communes, de projets de vacances, de la nouvelle voiture que Julien allait acheter. J'étais assise en bout de table, mais j'avais l'impression de ne pas être là. Antoine, une âme gentille, tenta de m'inclure dans la conversation, me posant des questions sur mes activités, sur le club de lecture, sur les nouvelles du quartier. Mais ces questions se noyaient dans le bruit général, et bientôt, lui aussi abandonna, se concentrant sur son repas. À un moment, Léa demanda le sel, qui était près de moi. Je tendis la main pour le lui passer, mais Julien me devança. Maman,
Ne te lève pas, tu sais que ta tension n'est pas bonne, dit-il. Sur le ton qu'on utilise avec les petits enfants. Julien, je vais parfaitement bien. Le docteur Lambert a dit, lors de mon dernier bilan, que j'étais en excellente forme pour mon âge. Oui. Oui, bien sûr, dit-il. Prends juste soin de toi. Je vis Céline et Élodie échanger un regard que j'avais vu tant de fois, un mélange de condescendance et d'agacement. Le regard qui disait « Les vieux exagèrent toujours leur santé ». Quand vint le dessert, j'apportai la tarte aux pommes, la posant sur la table. Je regardai Julien avec espoir. « Ah, ta préférée, tu te souviens ?» Il hocha la tête distraitement, sans détacher les yeux de son téléphone. « Oui, merci, maman. » Pas un mot sur comment, enfant. Il demandait cette tarte pour chaque anniversaire. Pas un mot sur comment nous cueillions des pommes ensemble. Dans le verger derrière la maison, vendu depuis longtemps pour un projet immobilier, en coupant la tarte, je laissai tomber le couteau par accident. Il tomba au sol avec un bruit métallique. Je vais en chercher un autre, dis-je, me dirigeant vers la cuisine. Pas besoin de t'inquiéter, dit Julien, se levant. Je vais le chercher moi-même. Tu es debout toute la journée. Peut-être voulait-il se montrer attentionné, mais il y avait de l'impatience dans sa voix, comme si ma maladresse confirmait que je devenais un fardeau. Il revint avec un couteau et commença à couper la tarte, commentant chaque mouvement, comme s'il s'agissait d'une opération complexe, hors de ma compréhension. Vois, maman, c'est beaucoup plus confortable comme ça. Pas besoin de trop appuyer, juste un mouvement fluide. Je regardais en silence, alors qu'il distribuait les parts, me sentant complètement superflu, à ma propre table. Qui veut encore du thé? Démandaille, m'élevant. Pour moi, s'il te plaît, dit Antoine. Et moi, ajouta Léa. Je me dirigeais vers la cuisine, mais Julien intervint à nouveau. Assiège-toi. Maman, je vais le faire moi-même. Tu n'es pas une serveuse. Après tout. La pièce éclata de rire. Céline couvrit sa bouche de sa main, Élodie étouffa un rire dans sa serviette. Même Lucas se détourna de son téléphone. Pour ricaner, je me figeai sur place. Serveuse. Le mot résonnait dans ma tête. N'était-ce pas ce que j'avais fait toutes ces années? Les servir, cuisiner, nettoyer, écouter, sans même un simple merci en retour. N'étais-je pas devenue invisible? Une fonction plutôt qu'une personne. À ce moment, quelque chose en moi se déclencha, des années de ressentiment accumulé, de solitude, d'ignorance. Tout cela déborda. Je me redressai, sentant le sang affluer à mon visage. « Ah, vous savez quoi ?» dis-je doucement, mais fermement. « Tu as raison. Julien, je ne suis pas une serveuse. Je suis votre mère, une mère qui semble être devenue invisible dans sa propre maison. » Un silence étendu s'installa sur la table. Après que j'eus dit cela, tout le monde cessa de mâcher et me fixa avec surprise, comme s'il remarquait ma présence. Pour la première fois, Julien toussa maladroitement, essayant de détendre l'atmosphère. « Non, maman, je plaisantais juste, » dit-il, avec ce sourire condescendant qu'il réservait aux clients les plus difficiles. « Tu sais que nous apprécions tout ce que tu fais. » Je ne répondis pas, me rasseyant simplement à la table. Le moment passa, et tout le monde fut soulagé de revenir au dessert. Élodie tourna rapidement la conversation vers la pièce de théâtre scolaire de Léa à venir, et mon éclat fut commodément oublié, ou ils firent semblant de l'oublier. C'était plus facile ainsi que d'admettre l'évidence. Léa a eu le rôle d'un arbre, dit Élodie, avec cette intonation spéciale, censée souligner à quel point c'était ridicule. Un arbre, vous imaginez, à mon époque, les enfants jouaient des princesses et des chevaliers, et maintenant, ils jouent des plantes. Mais, maman, mais il est Laurent, a dit que mon arbre est très important, objecta Léa doucement. Il symbolise les problèmes environnementaux. Bien sûr, ma chérie, dit Élodie. Je voulais juste que tu aies un rôle avec des mots, et pas juste rester là,
pendant toute la pièce. J'ai vu les épaules de Léa s'affaisser, pauvre petite. À 10 ans, déjà habituée à ce que ses réussites ne soient pas assez bonnes pour sa mère. Je pense que c'est merveilleux. Intervention. Les arbres sont très importants. Sans eux, il n'y aurait pas d'oxygène, pas d'ombre, pas même cette tarte aux pommes. Léa me sourit avec gratitude, mais Élodie leva juste les yeux au ciel. « Maman, ne commence pas, s'il te plaît. Je veux juste que Léa ait toutes les opportunités pour se prouver. Et le rôle d'arbre, eh bien, ce n'est pas exactement le genre de chose qui ouvre des portes. À quel âge penses-tu que les portes devraient s'ouvrir ? Demandai-je calmement. Ah, 10 ans, 14 ans. Ou peut-être pouvons-nous laisser les enfants être juste des enfants. Maman, intervint Julien, nous ne faisons pas ça maintenant. Élodie se soucie juste de l'avenir de Léa. Comme vous vous souciez du mien, rétorquai-je, incapable de m'en empêcher. Il y eut à nouveau un silence gênant. Céline me lança un regard agacé et se tourna vers Julien. « Chérie, parle à tout le monde de ta promotion. C'est une si bonne nouvelle. » Julien se redressa immédiatement, visiblement excité par le changement de sujet. « Oui, j'ai été promu directeur régional. Je superviserai maintenant 4 bureaux. » « Félicitations, dis-je sincèrement. Malgré tout, j'étais fier des succès de mon fils. Ça veut dire que nous devrons être plus présents dans la communauté, dit Céline. Des soirées d'entreprise, des événements caritatifs. J'ai déjà commandé 3 nouvelles robes. Et une nouvelle voiture, ajouta Julien avec un rire. On ne peut pas avoir un directeur régional qui conduit une berline de 4 ans. Quel genre de voiture as-tu choisi ? Demanda Antoine. Le seul véritablement intéressé par les voitures, une BMW série 7, répondit Julien avec fierté. Noir, avec un intérieur en cuir, et toutes les options. Impressionnant. Au chat, Antoine. Mais ne crains-tu pas que, avec une base aussi longue, ce soit difficile de se garer en ville ? Pour ce prix, Antoine, la voiture devrait se garer toute seule, rit Céline. Ah, combien vaut-elle ? Demanda Élodie. Environ 80 000 €, dit Julien nonchalamment, comme si c'était une bagatelle. Je faillis m'étouffer. 80 000 € pour une voiture. Étienne se serait retourné dans sa tombe. Il achetait toujours des voitures pratiques et ne les changeait que lorsque les réparations coûtaient plus cher. Qu'un nouvel achat, assez dispendieux, dis-je, incapable de me retenir. Maman, je gagne assez pour me permettre une belle voiture, dit Julien avec irritation. Nous n'avons pas tous à économiser, comme toi et papa. Nos économies ont payé ton éducation, lui rappelai-je. Ce dont je suis encore reconnaissant, ajouta-t-il rapidement. Mais les temps ont changé. Il est important de faire impression, de montrer le succès, et une voiture à 80 000 € est une démonstration de succès, entre autres. Il hocha la tête. Tu sais, maman, dans mon monde, l'apparence compte. Ce que tu portes, ce que tu conduis, c'est une partie du jeu. Le jeu du le mien est plus réussi que le tien, marmonnai-je. Ne commence pas, s'il te plaît, soupira Julien. Papa et moi n'étions jamais d'accord là-dessus. Il pensait que c'était du gaspillage. Je pense que c'est un investissement dans l'image. Je pense que c'est juste stupide, dis-je. Ça 80 000 €. Avec cet argent, tu pourrais... Quoi ? Interrompit Céline. L'économiser pour un jour de pluie. Le mettre à la banque à un taux d'intérêt ridicule. Margot, nous vivons dans le monde réel, pas au siècle dernier. Chitch. Je remarquai que Élodie et Julien échangeaient des regards. Ce regard de « pauvre vieille maman ». Elle ne sait rien de la vie moderne. Encore une fois, en parlant d'argent, dit soudain Élodie, se tournant vers moi, « Maman, je voulais demander. Antoine a reçu une offre de contrat en Normandie pour 6 mois. C'est un excellent salaire, mais nous devrons louer un endroit là-bas et c'est une dépense supplémentaire.
J'ai compris où elle voulait en venir. Avant qu'elle ne finisse, nous pensions, continua-t-elle, évitant mon regard. Peut-être pourrais-tu aider un peu, juste pour couvrir le premier versement du loyer. Nous rembourserons, bien sûr, dès qu'Antoine recevra son premier salaire. Antoine semblait visiblement embarrassé. Il n'était pas du genre à demander de l'argent, surtout à sa belle-mère. « Combien vous faut-il » demandai-je d'un ton neutre. 3000 euros, répondit Élodie. 4 au maximum. C'est une très bonne opportunité pour Antoine. Un poste plus élevé. Des perspectives de croissance. J'ai hoché la tête en silence. Ce n'était pas la première fois qu'Élodie me demandait de l'argent, et j'avais toujours donné pour l'éducation de Léa, pour des réparations de toiture, pour une nouvelle chaudière, de petites sommes pour ma pension, qu'Élodie disait toujours rembourser, mais ne le faisait jamais. Oh, je verrai ce que je peux faire, dis-je enfin. Ah, merci, maman, tu es un vrai trésor, expira Élodie avec soulagement. Julien secoua la tête, désapprouvant. Élodie, tu sais que maman n'a qu'une pension, tu ne devrais pas la charger. Je ne le fais pas, s'indigna Élodie. C'est juste une aide temporaire. D'ailleurs, maman n'a pas les dépenses que nous avons. Elle vit seule, ne conduit pas, n'aime pas voyager. Tout de même, insiste à Julien. 4000 euros, c'est une somme importante. Dis l'homme qui va dépenser 80 000 euros pour une voiture, rétorqua Élodie, avec son argent durement gagné, souligna Julien. Ça, assez, intervince. Je déciderai moi-même si je peux aider Élodie ou non. Julien haussa les épaules et retourna à son dessert. L'attention à la table aurait pu être coupée au couteau. Lucas, qui avait été absorbé par son téléphone tout le temps, leva soudain les yeux. « Au fait, grand-mère, j'ai besoin d'argent pour un nouvel ordinateur portable. Pour l'école, le mien est complètement obsolète. »« Lucas !» s'exclama Céline, indignée. « Nous en avons discuté à la maison. »« Quoi ?» Sam Fils la regarda innocemment. « Papa a dit qu'il n'y a pas d'argent maintenant, à cause de la nouvelle voiture, et de tes robes, et grand-mère aide toujours. » J'ai senti le sang affluer à mes joues. Est-ce ainsi qu'il me voyait? Un distributeur automatique pour les dépenses d'urgence. « Lucas, excusez-toi auprès de grand-mère, » dit Julien sévèrement. « Pourquoi ?» Le garçon était sincèrement surpris. « Ai-je dit quelque chose qui n'était pas vrai? C'est toi qui dis toujours que grand-mère économise encore pour un jour de pluie qui ne viendra jamais. » Un silence de mort s'installa. Julien et Céline semblaient vouloir disparaître sous terre. Élodie triturait nerveusement sa serviette. « Lucas, ça suffit, dit enfin Julien. Un mot de plus, et tu seras sans téléphone. Pendant 1 semaine. » L'adolescent ricana, mais cessa de parler. Fixant à nouveau l'écran, je restais là, abasourdi, digérant ce que j'avais entendu. Est-ce ainsi qu'il parlait de moi dans mon dos? Une vieille radine qui économise pour on ne sait quoi. S'il savait seulement, quelqu'un d'autre veut du thé. Demandai-je, essayant de détendre l'atmosphère. Ah oui, s'il te plaît, dit Clara, la seule qui semblait sincèrement embarrassée. Je me levai et me dirigeai vers la cuisine. Mes mains tremblant dans mon dos, la conversation tourna vers des sujets plus neutres. La météo, les derniers films, les prochaines vacances de Julien et Céline en Provence. Dans la cuisine, je m'appuyai contre le plan de travail, respirant profondément. Des années de blessures et de déceptions m'envahirent comme une vague. Je me souvenais comment, après la mort d'Étienne, j'avais dû gérer tous les papiers, l'assurance, l'héritage, toute seule, comment les enfants avaient promis d'aider, mais trouvaient toujours des raisons de reporter la visite. Comment Julien avait insisté pour vendre la collection d'horloges anciennes de papa pour ne pas encombrer la maison. Comment Élodie avait suggéré de déménager dans une maison de retraite, où l'on s'occupera mieux de toi, que nous ne le pouvons,
J'ouvris l'armoire du haut, où je gardais mon thé, et mon regard tomba sur une photo, aimantée au réfrigérateur. Étienne et moi, le jour de nos noces de rubis. 40 ans ensemble, ses yeux pleins d'amour et de fierté. Tu es mon plus grand trésor. Margot, m'avait-il dit alors? Que dirait-il maintenant, en voyant comment nos enfants traitent son trésor? Je préparais le thé, essayant de me calmer. Peut-être étais-je trop dur avec eux. Après tout, ils avaient leur propre vie, leurs propres problèmes. Peut-être en attendais-je trop. Mais ensuite je me souvenais comment j'avais pris soin de ma mère, jusqu'à ces derniers jours. Comment je n'avais jamais considéré cela comme un fardeau, même quand je devais jongler entre le travail, les enfants et les soins pour elle. Je ne demandais pas de gratitude. Je le faisais par amour. Demandais-je plus à mes enfants? Avec un plateau de thé, je retournai dans la salle à manger. La conversation portait sur le festival scolaire à venir, où Léa devait chanter dans la chorale. « Grand-mère, viendras-tu m'écouter » demanda-t-elle, alors que je posais la tasse devant elle. « Bien sûr, ma chérie. Souris-je? Je n'ai manqué aucune de tes performances. »« N'oublie pas d'apporter un pull, » intervint Céline. « Il fait toujours froid dans l'auditorium. Et avec ton arthrite? » »« Je n'ai pas d'arthrite. » L'interrompis-je. « Mes articulations vont bien. »« Mais la dernière fois, tu te plaignais d'une douleur au genou, » me rappela Élodie. C'était une douleur temporaire. Après avoir travaillé dans le jardin toute la journée, expliquai-je. Et ça arrive à tout le monde, quel que soit l'âge. Bien sûr, maman. Au cas, Élodie avec indulgence. Mais quand même, prends soin de toi. À ton âge, il faut être prudente. À ton âge, une autre phrase que j'avais entendue si souvent ces dernières années. On ne peut pas conduire à mon âge. On ne peut pas jardiner à mon âge. On ne peut pas voyager seul à mon âge. On devrait envisager de déménager dans un endroit plus adapté. À mon âge, peux-tu me passer la sucrière? Demandai-je à Julien, décidant de changer de sujet. Il tendit la main pour la sucrière, mais au lieu de me la passer, il la posa juste devant ma tasse et mit le sucre devant moi. Une cuillère pour toi. C'est ça? Tu ne peux pas en prendre plus. Avec ta tension. Ce fut la goutte d'eau, la sucrière, une si petite chose, mais elle incarnait tout, leur condescendance, leur certitude que j'étais incapable de prendre soin de moi, leur mépris total pour mon indépendance. Je suis parfaitement capable de mettre mon propre sucre, dis-je, repoussant sa main, et de décider combien j'en ai besoin. J'essaie juste d'aider, se défendit Julien. Non, tu essaies de contrôler, rétorquai-je, comme tu le fais toujours. Maman, soupira Élodie, ne recommençons pas. Julien se soucie juste de toi. Se soucier, c'est différent, dis-je fermement. Si se soucier, c'est respecter, s'intéresser à ma vie, pas seulement à ma santé et à ma capacité à vous servir. De quoi parles-tu? Fronça Julien. Du fait que je suis devenu invisible pour vous, répondis-je. Je suis une personne sans désir, sans opinion, sans sentiment propre. Je suis soit la pauvre vieille maman qui a besoin d'aide, soit un distributeur automatique pratique. Quand vous avez besoin d'argent, ce n'est pas juste, s'exclama Élodie. Ah, nous t'aimons. Vous m'aimez. Ricanaillai amèrement. Quand vous ai-je demandé pour la dernière fois comment je passe mes journées, ce que je fais, ce que je pense? Vous venez quand vous avez besoin de quelque chose. Vous appelez quand vous voulez que je garde les enfants. Et le reste du temps, je n'existe pas pour vous. Un silence lourd s'installa. Les enfants me regardèrent avec étonnement, comme s'ils me voyaient pour la première fois. Ah, et maintenant, continuai-je, le cœur battant. Toi, Julien, tu m'appelles une serveuse. Et tout le monde rit, parce que pour vous, je suis une serveuse. Je cuisine, je nettoyais, je donne de l'argent quand vous le demandez, et je devrais être reconnaissante que vous preniez parfois le temps de passer pour le dîner. Maman,
Je ne voulais pas dire ça comme ça, commença Julien à se défendre. C'était juste une blague idiote. Les blagues révèlent souvent les vraies pensées, soulignai-je. Tu sais quoi? Le triste, c'est que j'ai laissé cela se produire si longtemps. J'avais peur de perdre même les miettes d'attention que je recevais de vous. Tu es dramatique, intervint Céline. Julien et Élodie veillent toujours sur toi, qui t'a aidé à réparer la salle de bain, qui t'emmène chez le médecin. Oh, oui, ils le font, et à chaque fois, ils me font savoir quel service c'est, répondis-je. À chaque fois, ils me rappellent à quel point je devrais être reconnaissante pour leur temps. J'ai regardé mes petits-enfants. Lucas et Clara semblaient embarrassés. Léa semblait effrayée. J'avais de la peine pour eux. Ils n'étaient pas responsables du comportement de leurs parents. J'y pense depuis longtemps, dis-je, essayant de garder ma voix calme, à ce qui arrivait à notre famille, à ce qu'Étienne aurait voulu. Et j'ai pris une décision. Quelle décision? Demanda Julien. Fatigué, je pris une profonde inspiration. Ce que j'allais dire allait tout changer, mais peut-être était-ce nécessaire. J'ai décidé de donner toutes mes économies, 900 000 €, à une association caritative pour les personnes âgées. Un silence stupéfait s'installa. Élodie laissa tomber sa fourchette, qui tinta sur l'assiette. Julien se figea, la bouche ouverte. Céline pâlit. 900 000 €. Articula. Enfin, Julien. Tu as 900 000 €. Oui, confirmai-je. Les investissements de votre père ont été très fructueux. Je ne vous en ai jamais parlé, parce qu'Étienne croyait que l'argent ne devait pas affecter les relations familiales. Il voulait que vous appreniez à gagner votre vie, à ne pas compter sur un héritage. Et tu vas tout donner, s'étrangla Élodie. Est-ce tout l'héritage de papa? Notre héritage, corrigeai-je. Ah, et oui, je vais le donner à des gens qui ont vraiment besoin d'aide, des personnes âgées, abandonnées par leur famille, ou qui n'ont jamais eu la chance d'économiser assez pour une vieillesse décente. Un silence sépulcral envahit la salle à manger. Mes mots sur les 900 000 €, et l'association caritative flottait dans l'air, lourd et palpable. Je regardais les visages de mes enfants, passer de la stupeur à l'incrédulité, de l'incrédulité à la réalisation, et enfin à une panique mal dissimulée. Élodie fut la première à se ressaisir. Elle repoussa son assiette et replaça nerveusement une mèche de cheveux derrière son oreille, un geste qu'elle avait adopté de moi. Adolescente. Maman, tu plaisantes, n'est-ce que pas? Sa voix était basse, presque suppliante. Est-ce une sorte de farce? Je secouai la tête, me sentant étrangement calme, comme si le poids que je portais depuis des années s'était enfin envolé de mes épaules. Non, Élodie, je suis tout à fait sérieuse. Julien, toujours prompt à se remettre des surprises, s'adossa à sa chaise et croisa les bras sur sa poitrine. Sa posture était détendue, mais je pouvais voir la tension dans ses yeux. Maman, parlons-en raisonnablement, dit-il, sur le même ton, qu'il utilisait sûrement pour négocier avec les clients. 900 000 €. C'est beaucoup d'argent. On ne prend pas de telles décisions spontanément pendant un dîner. Ce n'est pas une décision spontanée, répondis-je. J'y pense depuis longtemps. Et tu n'allais jamais en discuter avec nous? Intervint Céline, sa voix tremblant d'une indignation à peine contenue. Nous sommes une famille, après tout. Je la regardai avec un léger sourire. Céline, quand toi et Julien avez décidé d'acheter une nouvelle voiture pour 80 000 €, en avez-vous discuté avec moi? Elle ouvrit la bouche pour objecter, mais la referma sans rien dire. Tu vois, continuai-je, c'est mon argent, toutes comme tes robes, et la voiture de Julien sont vos décisions. Antoine, qui était resté silencieux jusque-là, toussa doucement, attirant l'attention. Margot, commença-t-il prudemment.
Je comprends tes sentiments, mais peut-être devrais-tu y réfléchir encore, pour le bien des petits-enfants. Sinon pour nous. Je le regardais avec gratitude. Antoine avait toujours été la voix de la raison dans la famille. L'homme qui cherchait à arrondir les angles. Je comprends ton inquiétude, Antoine. Mais ma décision n'affecte pas directement mes petits-enfants. Si Étienne et moi avions voulu laisser l'argent directement à eux, nous aurions créé un fonds fiduciaire. 900 000 €, murmura Élodie, comme si elle n'y croyait toujours pas. Tu as eu 900 000 € toutes ces années, et tu vivais de ta pension, et me demandais d'apporter des médicaments de la pharmacie parce que c'était 2 € moins cher. La frugalité est une habitude, haussai-je les épaules. Et un principe, Étienne et moi n'avons jamais cru au gaspillage. Mais tout donner à une association caritative, s'exclama Julien. Ça, ce n'est pas de la frugalité, c'est ma décision, dis-je fermement. Et elle est définitive. C'est... Non, secoua Élodie la tête. Non, tu ne peux pas faire ça. Cet argent, il doit rester dans la famille. Papa aurait voulu ça. Papa aurait voulu que notre famille reste une famille, argumentai-je, que nous prenions soin les uns des autres, pas à cause de l'argent, mais parce que nous nous aimons. Nous t'aimons, s'exclama Élodie, les yeux pleins de larmes. Comment peux-tu en douter? Chut. Je ne doute pas qu'au fond de vous, vous m'aimez, répondis-je doucement. Mais cet amour ne s'est pas montré dans vos actions ces dernières années. Ce n'est pas juste, intervint Julien. Nous avons toujours veillé sur toi, peut-être pas comme tu le voulais, mais nous faisions de notre mieux. Vous faisiez ce que vous pouviez, sans compromettre vos plans, précisai-je, sans sacrifier votre confort. Céline se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment. « Je ne vais pas écouter ça, dit-elle. Tu nous accuses d'être de mauvais enfants, pour justifier ta décision de nous déshériter. C'est de la manipulation, pure manipulation. »« Assieds-toi, Céline, » dit Julien doucement, mais sa voix était d'acier. « Maman, tu réalises ce que ça semble, n'est-ce pas? Tu annonces l'existence d'une énorme somme d'argent dont nous ignorions l'existence. Et ensuite tu dis que tu vas tout donner à une association caritative. Parce que nous t'aurions soi-disant maltraité, c'est du chantage. » Je sentis mon cœur se serrer. Pensait-il vraiment ça? Que j'essayais de les faire chanter? Et ce n'est pas du chantage, Julien. Ce sont des conséquences. Des conséquences de quoi? S'indigna Élodie. Du fait que nous vivons nos vies, que nous avons des emplois, des enfants, des obligations, que nous ne pouvons pas passer chaque minute avec toi. Non, répondis-je calmement. Les conséquences du fait que vous ne me voyez plus comme une personne, du fait que vous décidez pour moi ce dont j'ai besoin, sans demander mon avis, du fait que vous ne pensez à moi que quand vous avez besoin de quelque chose. Ce n'est pas juste, répéta Élodie, incapable de retenir ses larmes. Nous avons toujours veillé sur toi. Comme une enfant ou comme une vieille femme faible, répondis-je, mais pas comme une adulte, avec ses propres désirs. Et son droit au respect? Clara, qui avait observé en silence la dispute des adultes, intervint soudain. Grand-mère a raison, dit-elle doucement mais fermement. Toutes les têtes se tournèrent vers la fille de 14 ans, qui semblait soudain beaucoup plus âgée que son âge. « Ah, Clara, c'est une conversation d'adulte, » commença Céline. Mais sa fille l'interrompit. « Je suis assez grande pour voir comment vous traitez grand-mère. Vous lui parlez toujours de haut, comme si elle ne comprenait rien au monde moderne. Vous décidez toujours pour elle. Même aujourd'hui avec le sucre. » Elle se tourna vers son père. « Papa, tu n'as pas demandé combien de sucre elle voulait. Tu as juste décidé pour elle. » Julien semblait avoir reçu un coup. Élodie triturait nerveusement sa serviette, sans lever les yeux. Céline regarda sa fille, comme si elle la voyait pour la première fois. Tu sais quoi d'autre? Continua Clara, se tournant vers sa mère. Mais tu dis toujours que grand-mère doit socialiser plus.
sortir de la maison, mais quand elle a proposé de venir en Provence avec nous l'été dernier, tu as dit que c'était des vacances en famille. J'ai regardé ma petite fille avec étonnement. Je n'avais jamais pensé qu'elle remarquait toutes ces petites choses, tous ces petits négligences et rejets. Clara, ça suffit, dit Julien sévèrement. Tu ne comprends pas toute la situation. Je comprends assez, répondit la fille, croisant les bras sur sa poitrine, comme son père le faisait, à son âge. Je comprends que vous êtes contrarié, pas parce que grand-mère est offensée, mais parce que vous n'aurez pas l'argent. Ce n'est pas vrai, s'exclama Céline. Nous nous soucions du bien-être de grand-mère. Alors pourquoi ne demandez-vous jamais comment elle va vraiment? Rétorqua Clara. Julien, pourquoi dis-tu toujours oui? Oui, bien sûr, quand elle parle de son club de lecture ou de son voyage à Paris. Oui, bégaya Céline, incapable de trouver les mots. Je posai ma main sur l'épaule de Clara. Merci, ma chérie, mais je pense que tes parents et moi devons discuter de cela entre nous. Clara hocha la tête, mais ne bougea pas. Montrant silencieusement son soutien, je ressentis une vague d'amour pour cette fille courageuse et observatrice. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Enfin, Julien prit une profonde inspiration et parla à nouveau, beaucoup plus doucement cette fois. Maman, je réalise que nous n'avons peut-être pas toujours traité avec le respect que tu mérites. Et si c'est le cas, je m'excuse sincèrement. Mais la décision de donner tout l'argent, c'est trop drastique. Peut-être pouvons-nous trouver un compromis. Quel genre de compromis suggères-tu? Demanda-je, regardant mon fils attentivement. Eh bien, peut-être pourrais-tu donner une partie à une association caritative et laisser une partie à la famille, suggéra-t-il, ou créer une fondation familiale que nous pourrions gérer ensemble. Je secouai la tête. Il ne s'agit pas d'argent, Julien. Il s'agit de relations, de respect, d'un amour qui se montre pas seulement en mots, mais en action. Que veux-tu que nous fassions? Demanda Élodie, essuyant ses larmes. Peut-être veux-tu que nous quittions nos emplois et que nous nous asseyions à tes pieds? Veux-tu que nous t'appelions tous les jours? Que veux-tu? Je veux que vous me voyiez, répondis-je simplement, pas comme une source d'argent ou de faveur, pas comme un fardeau ou un problème à résoudre, mais comme une personne, comme votre mère, qui vous aime et est fière de vous et veut faire partie de votre vie. Et si nous commençons à faire ça, changeras-tu d'avis sur l'argent? Demanda Julien, et je remarquai qu'Élodie lui lança un regard d'avertissement. Tu vois? Souris-je tristement. Tu penses encore à l'argent, pas à ce que j'essaie de dire. Oh, non. Commença-t-il, mais je levai la main pour l'arrêter. Je réalise que ma décision vous semble soudaine et injuste. Alors, je propose ceci. Je ne prendrai aucune mesure. Pendant 6 mois. Pendant ce temps, nous pouvons tous réfléchir. Vous à notre relation, moi à ma décision. 6 mois, intervint Élodie. Et ensuite quoi? Ensuite, je déciderai si je donne tout l'argent à une association caritative ou si je le divise entre vous. Et comment? Comment décideras-tu si nous méritons un héritage? Demanda Julien, une amertume glissant dans sa voix. As-tu une sorte d'échelle ou une liste d'exigences? Il n'y a pas d'échelle, Julien, répondis-je. Je veux juste voir que notre relation peut changer, que nous pouvons retrouver le respect et l'amour que nous avions autrefois les uns pour les autres. Et si nous ne répondons pas à tes attentes? Demanda Céline. Si tu décides que nous n'avons pas assez changé, l'argent ira à une association caritative, dis-je fermement. Et peut-être que ce serait pour le mieux, parce qu'une relation construite sur un intérêt financier ne vaut pas la peine d'être maintenue. Antoine, qui avait écouté attentivement toute la conversation, parla à nouveau. Je pense que c'est juste, dit-il. 6 mois, c'est assez de temps pour que tout le monde se calme.
et réfléchissent. Et franchement, indépendamment de l'argent, nous devrions vraiment réévaluer notre relation. Élodie lança un regard désapprobateur à son mari, mais ne dit rien. Il y a une chose de plus, ajoutai-je. Je vais chez Geneviève, pour un moment. Tante Geneviève, s'étonna Élodie. À Saint-Malo. Oui. Hokaïge. Ma sœur me demande de venir depuis longtemps, et maintenant serait un bon moment. Je pense que nous avons tous besoin d'espace pour réfléchir. Tu t'enfuis juste, dit Julien. Tu lances cette bombe et tu t'enfuis pour ne pas avoir à voir les conséquences. Non, Julien, secoua-je la tête, je nous donne à tous une chance de regarder la situation de l'extérieur, sans les rappels quotidiens, et les ressentiments pour que nous puissions décider ce qui est vraiment important. Combien de temps comptes-tu rester là-bas? Demanda Élodie. La plupart de ces 6 mois, répondis-je. Peut-être pas tout le temps, mais assez pour réfléchir. Les petits enfants, qui avaient écouté en silence la conversation des adultes, me regardaient maintenant avec anxiété. Viendras-tu pour le week-end? Demanda Léa, sa voix tremblante. Viendras-tu à ma pièce? Je m'approchai d'elle et lui fis une étreinte. Bien sûr. Ma chérie, je promets de venir à ta pièce, et nous parlerons au téléphone, et je t'écrirai des lettres, de vraies lettres en papier, comme autrefois. Je t'écrirai des lettres aussi, murmura-t-elle, me serrant fort. Clara suivit, les yeux pleins de larmes. Je ne veux pas que tu partes, grand-mère. Je sais, ma chérie, caressai-je sa tête, mais parfois, la distance aide à voir les choses plus clairement, et ce ne sera pas pour toujours, je le promets. Lucas, qui s'était tenu à l'écart de la conversation tout ce temps, leva soudain les yeux de son téléphone. « Ah, quand pars-tu » demanda-t-il, essayant de paraître indifférent, mais je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix. « À la fin de la semaine, » répondis-je. « J'ai quelques affaires à régler avant de partir. » Sitôt. Élodie semblait choquée. « Tu as déjà tout planifié ?»« J'y pense depuis un moment, » admis-je, et j'ai décidé que si le dîner de ce soir se passait comme d'habitude, je prendrais ces mesures. Donc, c'était un test, et s'indigna Julien. Oh, tu nous as donné un test, et nous l'avons échoué. Non, Julien, secoua-je la tête. C'était juste un autre dîner familial. J'espérais que ce serait différent, mais je n'étais pas surprise quand ça s'est passé comme ça. Et la blague sur la serveuse était la goutte d'eau, et pour la première fois, il y avait un véritable regret dans sa voix. Pas la blague elle-même, répondis-je. C'était la façon dont tout le monde a réagi, la façon dont vous ne voyez rien de mal, à parler ainsi à votre mère, la façon dont les autres ont ri, comme si c'était normal. Julien baissa les yeux, et je vis la couleur de la honte envahir son visage. Il avait toujours été un garçon fier, détestant admettre ses erreurs. Mais maintenant, je pense que mes mots l'avaient enfin atteint. Je suis désolé, dit-il doucement, et je n'aurais pas dû dire ça. Merci. Hoch aïgé. C'est un bon début. Mais, Élodie, qui semblait encore choquée, se leva soudain. J'ai besoin d'air, dit-elle, et quitta rapidement la pièce. Antoine me lança un regard d'excuse et suivit sa femme. Céline était assise, serrant sa serviette, le visage pâle et tendu. « Que va-t-on dire aux gens ?» demanda-t-elle enfin, quand ils apprendront que tu es parti. J'y ricanai. Bien sûr, Céline s'inquiétait de ce que les autres penseraient, de l'impact sur leur réputation. « Dis la vérité, » répondis-je, que j'ai décidé de passer du temps avec ma sœur. Ce n'est ni un mensonge, ni une raison de commérage. Julien soupira et se frotta le visage avec les mains. Un geste qu'il avait appris d'Étienne. « D'accord, » dit-il enfin. 6 mois, du temps pour réfléchir. Je comprends. Maman, s'il te plaît,
Ne prends pas de décision finale, sans nous écouter à nouveau. Je promets. Hoch Aige. La décision ne sera prise qu'après que nous ayons parlé à nouveau. Julien hocha la tête, puis se leva, et commença à ramasser les assiettes. La première fois que je me souvenais qu'il l'ait fait en des années. Laisse-les, dis-je. Je nettoierai plus tard. Non, secoua-t-il la tête. Je vais aider, c'est le moins que je puisse faire. En regardant mon fils, toujours si confiant et indépendant, ramasser méthodiquement les assiettes sur la table, je ressentis un étrange mélange de tristesse et d'espoir. Peut-être que ce soir avait vraiment fait une différence. Peut-être que nous avions tous besoin de ce choc pour voir ce qu'était devenue notre relation. À travers la porte ouverte, je pouvais voir Élodie debout dans le jardin, les bras croisés autour d'elle, et Antoine lui disant quelque chose doucement, posant une main sur son épaule. Ma fille avait toujours été plus difficile à atteindre que Julien. Elle avait hérité non seulement des cheveux blonds d'Étienne, mais aussi de son entêtement et de sa fierté. Je savais que les mois à venir seraient difficiles pour nous tous, que ma décision provoquerait encore beaucoup de disputes et d'accusations, que le chemin pour réparer notre relation, si cela était possible, serait long et difficile. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment écoutée, que mes mots avaient du poids, que j'étais à nouveau visible pour ma famille, et en regardant Julien charger maladroitement le lave-vaisselle, Clara l'aidant patiemment, lui montrant où mettre les choses, Lucas essayant d'être discret, ramassant le reste des assiettes sur la table. Je me permis un peu d'espoir, que peut-être tout n'était pas encore perdu. Léa s'approcha de moi et prit ma main. Grand-mère, dit-elle doucement, tu vas me manquer. Toi aussi, ma chérie, répondis-je, serrant sa petite main. Mais parfois, nous devons être séparés un moment pour réaliser à quel point nous nous aimons, comme dans ce livre que je te lisais, sur l'ourson qui va dans la forêt, pour apprendre à être courageux. J'ai souri, touché qu'elle se souvienne de nos lectures ensemble. Oui, chérie, tout à fait. Parfois, nous avons tous besoin d'un peu de temps dans la forêt pour trouver notre courage. Et reviendras-tu plus courageuse? Demanda-t-elle. J'espère que nous reviendrons tous plus courageux, répondis-je, regardant par-dessus son épaule mes enfants, qui essayaient maladroitement de ranger la cuisine, clairement peu habitués à ce genre de travail. Plus courageux, et peut-être un peu plus sage. Saint-Malo m'accueillit avec du soleil, et une brise marine. Geneviève, ma sœur cadette, m'attendait sur le quai de la petite gare de Dinan, agitant les bras, comme si je pouvais ne pas remarquer son écharpe rouge vif et sa chevelure argentée, toujours énergique et éclatante, l'exact opposé de ma retenue. Margot m'enlaça-t-elle avec une telle force que je faillis laisser tomber mon sac. Tu t'es enfin décidé. Je pensais devoir venir t'enlever. Iris, sentant la tension des derniers jours commencer à s'évanouir. Après ce dîner mémorable, une semaine passa, remplie de conversations téléphoniques gênantes et de visites surprises des enfants qui ne savaient clairement pas comment réagir à mon départ et à l'annonce de l'héritage. Julien vint 2 fois pour voir si tout allait bien qu'il essayait en réalité de me convaincre de changer d'avis. Élodie appelait tous les jours, sa voix oscillant entre irritation et préoccupation feinte. Seuls les petits-enfants étaient sincères. Léa pleura. Quand elle vint me dire au revoir, Clara apporta une carte faite main, et Lucas, à ma surprise, m'enlaça longuement, marmonnant quelque chose à propos de m'écrire des courriels. Tu as l'air épuisé, dit Geneviève, prenant mon sac. Qu'est-ce que ces enfants t'ont fait? Pas grand-chose, soupira-je. Suivant son vieux Fiat, ils étaient juste eux-mêmes, sur le chemin de la maison de Geneviève. Je lui racontais tout ce qui s'était passé, comment je me sentais invisible depuis des années, la blague de Julien sur la serveuse, ma décision concernant l'argent, les regards choqués des enfants. Il était temps que tu leur montres de quoi ils retournent.
hocha Geneviève avec approbation, accélérant pour dépasser un tracteur. Ah, j'ai toujours dit que tu les gâtais trop. Étienne les a transformés en princes et princesses gâtées, avec tout ce discours sur un avenir décent. Ne dis pas ça d'Étienne. La réprimandai-je doucement. Il voulait bien faire. Bien sûr qu'il le voulait, ricana-t-elle, comme tous les parents. Mais parfois, bien faire signifie laisser tes enfants se prendre leur propre bosse, plutôt que de dégager le chemin pour eux. Elle avait raison sur quelque chose. Étienne et moi avions toujours essayé de faciliter la vie de nos enfants, de les protéger des épreuves que nous avions traversées. Peut-être était-ce notre erreur. La maison de Geneviève, un petit cottage en pierre, à la périphérie du village, ressemblait exactement à la photo qu'elle m'avait envoyée, couverte de lierre, avec des fleurs colorées dans le jardin de devant, et une vue sur la mer au loin. À l'intérieur, c'était un désordre créatif, reflétant sa personnalité. Livres, peintures, céramique faite main, et une collection de coquillages du monde entier, fait comme chez toi, dit Geneviève, me montrant une chambre au 2e étage. J'ai vidé tout un placard pour toi, bien que, connaissant ton amour du minimalisme, je doute que tu aies besoin de tout cet espace. Je souris, en déballant. En effet, je n'avais apporté que l'essentiel, une habitude de frugalité ancrée par des années de salaire d'enseignante, et une vie tranquille avec Étienne. Oui, j'ai de grands projets pour toi, Serette, annonça Geneviève pendant le dîner, versant du vin rouge dans les verres. Plage, musée, galeries, marchés fermiers locaux, et pas de discussion sur tes enfants ingrats, sauf si tu veux. Ainsi commença mon évasion, de ma famille, et de ma vie passée. Les premiers jours, je me sentais étrange, presque coupable de profiter de la liberté et de la paix. Je me réveillais, pensant que je devrais appeler les enfants pour voir si tout allait bien, rappeler à Élodie son rendez-vous chez le dentiste, ou demander à Julien comment s'était passée sa réunion importante. Mais ensuite, je me souvenais que je n'avais plus à faire ça, que mon temps m'appartenait désormais. Geneviève, contrairement à mes enfants, n'essayait pas de contrôler chacun de mes mouvements. Elle suggérait, mais n'insistait jamais. « Veux-tu venir à la plage avec moi ?»« Non, nu. »« D'accord. Je te verrai ce soir. » Pas de soupir de ressentiment, pas d'accusation, pas de pression. J'avais oublié ce que ça faisait, d'avoir ses décisions respectées et non remises en question. La 3e semaine à Saint-Malo, Julien appela. Sa voix semblait tendue, d'une irritation à peine contenue. « Maman, comment vas-tu? Tout va bien ?»« Tout va bien, Julien. » Geneviève me montre les sites locaux. Nous étions au jardin de Kerberon hier, un endroit incroyablement beau. C'est bien. Il marqua une pause. Écoute, j'ai parlé à un avocat. Pourquoi? L'interrompis-je. Eh bien, à propos de ta décision sur l'argent. Il a dit que si papa n'avait pas laissé d'instructions claires sur l'héritage, alors légalement, Julien, ma voix devint plus froide. Papa m'a tout laissé, sans condition. Ce que je décide de faire avec cet argent, c'est mon affaire. Mais c'est l'argent de la famille. Sa voix monta. Papa disait toujours que les économies sont pour la famille, pour les générations futures. Oui, pour la famille. Acquiesçai-je. Mais la famille, c'est plus qu'un compte en banque. C'est une question de relation, de respect, de soin. C'est ce dont je parlais au dîner. Donc, tu nous manipules après tout, dit-il amèrement, en utilisant l'argent pour nous faire faire ce que tu veux. J'ai soupiré. Julien avait toujours été têtu, pensant toujours qu'il savait mieux. Enfant, c'était dans les petites choses. Refuser de porter un bonnet par temps froid, insister sur son chemin pour aller à l'école, même s'il était plus long. Maintenant, cet entêtement était devenu une partie de sa personnalité. Non, Julien, je ne force personne à danser. Je veux juste que vous réfléchissiez à comment nous communiquons. Je veux que vous me voyiez, pas comme un distributeur automatique ou une femme de ménage, mais comme un être humain.
Ce n'est pas juste, s'exclama-t-il. Nous ne t'avons jamais traité comme une servante. Tu m'as appelée une serveuse. Il n'y a pas si longtemps, lui rappelai-je. C'était une blague idiote. Vas-tu nous déshériter à cause d'une mauvaise blague? Non, Julien, pas à cause d'une blague, à cause d'années de négligence et de manque de respect, parce que je suis devenue invisible dans votre vie, une grand-mère pratique qui garde les enfants, prête de l'argent et ne se plaint jamais. Il y eut un silence. Je pouvais l'entendre respirer fort, essayant de contrôler sa colère. « Ah, d'accord, dit-il enfin. Je comprends. 6 mois. Nous verrons ce qui se passe après ça. » Après cette conversation, Julien n'appela pas pendant 3 semaines, mais Élodie commença à appeler plus souvent, contrairement à son frère. Elle semblait sincèrement préoccupée. « Maman, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, » admit-elle dans une conversation, « et peut-être as-tu raison, nous t'avons prise pour acquise. » Merci de l'admettre, dis-je, surprise par sa franchise. Antoine pense la même chose. Il a dit qu'il sentait toujours que nous ne t'accordions pas assez d'attention, mais il avait peur d'interférer. Elle marqua une pause. Et il y a autre chose. Léa te manque. Elle demande tous les jours, quand tu reviendras. Mon cœur se serra. De tous les petits enfants, Léa avait toujours été la plus attachée à moi. Une fille calme, réfléchie, tellement, comme moi à son âge. Elle me manque aussi. Admis-je. Dis-lui que je viendrai à sa pièce, comme je l'ai promis. C'est dans 2 semaines, dit Élodie. Es-tu sûre de pouvoir venir? C'est loin. J'ai promis, dis-je fermement, et je tiendrai parole. Après cette conversation, je remarquai un changement dans le ton de nos discussions avec Élodie. Elle commença à parler plus d'elle-même, de ses difficultés au travail, de combien il était dur de combiner carrière et maternité. Pour la première fois depuis longtemps, elle me parlait comme à une égale, comme à quelqu'un qui pouvait comprendre et compatir, pas juste comme à une mère, qui devait rendre compte de la semaine passée. Elle me demanda même conseil à propos de Léa. Une fois, elle est si calme. Maman, parfois, je m'inquiète qu'il y ait quelque chose qui cloche chez elle. Les autres filles de son âge sont si extraverties, et elle préfère rester avec un livre. J'ai souri, me souvenant de la petite Élodie, qui aimait lire aussi. Elle est juste différente. Ma chérie, comme tu l'étais à son âge. Te souviens-tu comment tu te cachais dans le placard, avec une lampe de poche, pour finir un livre après l'heure du coucher? Vraiment? Élodie semblait surprise. Je ne m'en souviens pas. Oh, tu étais tout aussi calme et réfléchie. Et puis au collège, tu es soudain devenue extravertie et active. Les gens changent? Je n'y avais jamais pensé, admit-elle, à être comme Léa. Je suppose que c'est pourquoi il m'est parfois difficile de la comprendre. Ou peut-être est-ce pourquoi tu t'inquiètes plus pour elle, que tu ne devrais, dis-je doucement, parce que tu te souviens de ce que c'était, d'être différente. Ce soir-là, notre conversation dura 1 heure. Nous parlâmes de son enfance, de la mienne, des difficultés de la parentalité, des peurs et des espoirs. C'était la conversation la plus longue et la plus sincère que nous ayons eue depuis des années. Pendant ce temps, ma vie à Saint-Malo prenait de nouvelles couleurs. Geneviève, qui ne tenait jamais en place, m'entraîna dans diverses activités. Nous allions à la plage ramasser des coquillages, visitions des galeries locales et des marchés et cuisinions de nouveaux plats ensemble. Elle me convainquit même d'essayer le yoga pour seniors, dirigé par son amie Sabine Laurent. Tu es figée dans ton rôle de mère sacrificielle, dit Geneviève un jour au petit déjeuner. Il est temps de te rappeler que tu es aussi une femme, une personne, un être humain avec ses propres désirs. Et quels sont mes désirs? Demandai-je avec un sourire. Comment pourrais-je le savoir? Haussa-t-elle les épaules. C'est à toi de le découvrir. Qu'as-tu toujours voulu faire, mais reporté à plus tard? Quels endroits as-tu rêvé de voir?
Quelles compétences voulais-tu apprendre? J'y réfléchis. En effet, au fil des années, à m'occuper de ma famille, du travail et des responsabilités ménagères, j'avais presque oublié mes propres intérêts. Quand avais-je fait quelque chose purement pour moi, sans penser aux bénéfices pour mes enfants, mes petits-enfants ou la maison? J'ai toujours voulu apprendre à prendre des photos, admis-je. Étienne m'avait offert un appareil photo pour notre 25e anniversaire, mais je n'ai jamais pris le temps d'apprendre à l'utiliser. Super. S'illumina Geneviève. Notre centre communautaire a un cours de photographie pour débutants. Je t'inscrirai. Ainsi, je commençais à apprendre l'art de la photographie sous la tutelle de Victor Marchand, un ancien photojournaliste énergique de 68 ans. Il m'apprit à voir la beauté dans les choses ordinaires, à capturer l'instant, à jouer avec la lumière et l'ombre. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentis l'excitation et la joie d'apprendre quelque chose de nouveau. J'oubliais le temps, errant sur la plage avec mon appareil, cherchant des angles et des détails intéressants. Les cours de yoga hebdomadaires apportaient aussi une joie inattendue. Sabine, une femme de mon âge, avec une tresse jusqu'à la taille et une énergie inépuisable, nous convainquit que le corps est un temple et qu'aucun temple n'est trop vieux pour être réparé. Après les cours, nous restions souvent à discuter autour d'un thé, et je formais progressivement de nouvelles connaissances, et même des amitiés. Un jour, en regardant mes photos, je tombais sur un cliché du ciel au coucher du soleil sur la mer, particulièrement réussi. Sans hésiter, je l'envoyai par courriel à Lucas. Il avait toujours été intéressé par l'art. Bien qu'il le cachât sous un masque d'indifférence adolescente, à ma surprise, il répondit presque immédiatement. « Cool, grand-mère. As-tu pris la photo toi-même? Quel filtre as-tu utilisé ?» Ainsi commença notre correspondance. Je lui parlais de mes expériences photographiques. Il partageait ses conseils sur le traitement des images, dans des applications dont je n'avais jamais entendu parler. C'était un nouveau rapport, inattendu, basé sur un intérêt commun, plutôt que sur des obligations familiales. Dans une des lettres, Lucas demanda à brûle-pourpoint « Grand-mère, papa a-t-il toujours été aussi ?» Eh bien, maniaque du contrôle. Je réfléchis longtemps avant de répondre. Je ne voulais pas dire du mal de Julien, mais je ne voulais pas non plus mentir à mon petit-fils. Ton père a toujours été très responsable. Écrivis-je enfin, même enfant. Il ressentait le besoin de tout contrôler. Je pense que c'est sa manière de prendre soin de ceux qu'il aime, bien que parfois, ce soin puisse sembler excessif. Il panique à cause de ton départ, répondit Lucas. Tout le temps. Il dit que tu es irresponsable et égoïste, et maman dit que tu as le droit de vivre ta vie. Ils se disputaient à ce sujet tout le temps. Ce message me surprit. Je ne m'attendais pas à ce que mon départ cause un tel désaccord entre Julien et Céline. Elle soutenait généralement toutes ses décisions, du moins publiquement. Pendant ce temps, ma visite à la pièce scolaire de Léa approchait. J'avais réservé des billets de train et même acheté une nouvelle robe, une bleu marine avec une broche en forme de feuille d'argent, que Geneviève m'avait offerte, pour correspondre au rôle de Léa, plaisanta-t-elle, me rappelant que ma petite fille jouait un arbre. Élodie appelait presque tous les jours, me rappelant les détails de la pièce, l'heure de début, et la place qu'elle avait réservée. Sa voix semblait nerveuse, comme si elle craignait que je ne vienne pas. « Maman, es-tu sûre de pouvoir venir seule? Peut-être qu'Antoine peut venir te chercher à la gare. » Élodie. « Je suis parfaitement capable de prendre un taxi, lui rappelai-je doucement. Je l'ai fait toute ma vie. »« Bien sûr, c'est juste, bégaya-t-elle. Je m'inquiète. » Le jour de la pièce. J'arrivai à Quimper, tôt le matin. C'était étrange de voir la ville, qui avait été mon foyer pendant des décennies. À travers les yeux d'une visiteuse, tout semblait à la fois familier et étranger. Je m'enregistrai dans un petit hôtel près de l'école de Léa, payant pour une chambre dans ma ville natale. Pour la première fois de ma vie, c'était une sensation étrange, mais libératrice.
Je n'étais plus liée à la maison, à la routine, aux attentes de la famille. J'étais libre de faire ce que je voulais, et c'était à la fois effrayant et délicieux. La pièce commença à 18h, j'arrivai une demi-heure à l'avance, comme Élodie l'avait conseillé, et pris ma place au 3e rang. Bientôt. Élodie et Antoine apparurent, tous deux semblant tendus. « Ah, maman !» Élodie me fit une étreinte étonnamment chaleureuse. « Tu es magnifique. Saint-Malo te fait clairement du bien. »« Merci. Ma chérie, » souris-je. Ça, l'air marin fait des merveilles. « Est une nouvelle robe, » remarqua-t-elle avec surprise. « Très élégante. » J'ai pensé me faire plaisir. Antoine m'enlaça chaleureusement. « C'est bon de te voir. Margot, la maison n'est pas la même sans toi. Ce n'est plus ma maison. Antoine. » Lui rappelai-je doucement. « Du moins, pas encore. » Élodie commença à dire autre chose, mais elle fut interrompue par l'arrivée de Julien et de sa famille. Mon fils sembla surpris de me voir. « Maman, tu es venue après tout. »« J'ai promis à Léa ?» répondis-je simplement. Céline sourit de manière crispée, et Clara se précipita vers moi pour une étreinte. « Grand-mère, tu m'as tellement manqué !» s'exclama-t-elle. « As-tu reçu mes lettres ?»« Bien sûr, ma chérie. » L'enlaçai-je en retour. « Et tes dessins sont magnifiques. Je les ai accrochés dans la chambre de Geneviève. » Lucas, qui se tenait derrière tout le monde, me fit un signe de main maladroit. Je lui souris, et il me rendit un léger sourire. Notre petit secret. Notre nouvelle connexion par les photos et les courriels. La pièce était charmante dans sa naïveté et sa sincérité. Des enfants, âgés de 8 à 11 ans, racontaient une histoire sur l'importance de la conservation. Léa, dans un costume d'arbre, se tenait au centre de la scène, levant fièrement ses bras feuillus. À un moment clé, elle prononça un monologue au nom de la forêt qui disparaît, quelques phrases simples, mais poignantes, qu'elle avait parfaitement apprises. Je remarquai qu'Élodie essuyait une larme, en écoutant sa fille. Peut-être voyait-elle enfin que le rôle de l'arbre était aussi important que tout autre. Après la pièce, nous attendîmes tous, Léa dans le hall. Quand elle apparut, encore maquillée avec des feuilles peintes sur ses joues, je fus la première à l'approcher, avec un bouquet de fleurs sauvages. « Tu étais magnifique, rayant de soleil, » dis-je, l'enlaçant. « L'arbre le plus beau et le plus important que j'ai jamais vu. » Vraiment. Ses yeux brillaient. Penses-tu vraiment ça? Grand-mère? Absolument. Sans toi, tout le spectacle se serait effondré. Élodie suivit, son visage rayonnant de fierté. Maman a raison. Léa, tu étais incroyable. Je suis si fière de toi. J'ai regardé ma fille avec surprise. Aucun commentaire sur le fait que le monologue était trop court, ou que le costume aurait pu être meilleur. Juste une louange sincère, inconditionnelle. Nous allâmes tous ensemble dans une crêperie près de l'école, une tradition après chaque performance de Léa. À table, la conversation ne prit pas tout de suite. Julien était silencieux, Céline surveillait les enfants attentivement, Élodie essayant de faire la conversation. « Comment profites-tu de Saint-Malo, maman ?» demanda-t-elle enfin. « Geneviève te rend-elle folle, avec ses idées folles ?» J'ai souri, me souvenant de notre dernière idée folle, une séance photo nocturne sous les étoiles, sur la plage. En fait, j'aime ces idées folles. Elles me donnent envie d'essayer de nouvelles choses. « Oh, comme quoi ?» demanda Antoine. Avec un intérêt sincère, j'ai commencé à apprendre à prendre des photos, répondis-je, et je fais du yoga 2 fois par semaine. Du yoga. Julien rompit enfin le silence, sa voix pleine d'incrédulité. À ton âge. À mon âge. Julien, le yoga est particulièrement bon pour moi, dis-je calmement. Ça aide avec la flexibilité et l'équilibre. Ma grand-mère m'envoie des photos d'elle, dites Lucas, faisant tourner tous les regards vers lui. Et elles sont vraiment cool. Vraiment?
Oh, Céline semblait surprise. Tu n'as jamais rien dit à ce sujet. Lucas haussa les épaules, visiblement gêné par l'attention soudaine. Grand-mère est douée pour prendre des photos de la mer et des couchers de soleil, dit-il. Elle a un œil pour le détail. Julien regarda son fils, puis moi, son visage mêlant surprise et peut-être une légère rancune. Je ne savais pas que vous étiez en contact, dit-il. Nous échangeons des courriels, répondis-je. Lucas me donne des conseils sur le traitement des photos, et je veux voir tes photos aussi. Grand-mère, s'exclama Clara. Puis-je? Bien sûr, ma chérie, je t'enverrai quelques-unes spéciales, que j'ai prises juste pour toi. Chut. Le dîner se poursuivit dans une atmosphère plus détendue. Je parlais de Saint-Malo, des nouveaux amis que je m'étais faits, de mes projets, d'assister au festival des arts locaux. Les enfants écoutaient avec intérêt, posaient des questions, et même Julien se détendit progressivement, se joignant à la conversation, quand vint le moment de dire bien au revoir. Élodie me prit à part. Ah, maman, je me demandais, veux-tu passer à la maison, juste pour voir comment vont les choses? J'ai arrosé les fleurs, comme tu l'as demandé, et récupéré le courrier. Merci, ma chérie, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas le faire pour l'instant, dis-je. Je retourne à Saint-Malo demain matin. Peut-être la prochaine fois. Elle hocha la tête, mais je pouvais voir la déception dans ses yeux. Tu nous manques, maman, dit-elle doucement. À nous tous, même à Julien, bien qu'il soit trop têtu pour l'admettre. Je sais, répondis-je doucement, et vous me manquez aussi, mais nous avons tous besoin de ce temps, pour réfléchir, pour réévaluer, pour peut-être apprendre à nous voir d'une nouvelle manière. Elle hocha la tête, me fit une étreinte soudaine et se détourna rapidement, cachant ses larmes. En retournant à l'hôtel, je pensais à la façon dont mes enfants avaient changé ces derniers mois. Élodie était plus douce, plus attentive, moins concentrée sur ses propres problèmes, et plus sur les sentiments des autres. Julien était encore têtu et réservé, mais je pouvais voir une incertitude dans ses yeux que je n'avais pas remarquée auparavant. Peut-être, pour la première fois de sa vie, doutait-il de sa propre justesse. Les 6 mois passèrent rapidement. Vivre à Saint-Malo avec Geneviève n'était pas seulement une pause, mais une véritable découverte de nouvelles opportunités, de nouveaux intérêts, de nouveaux amis. Je découvris des talents que je ne savais même pas avoir, et le courage d'essayer des choses que je n'avais jamais cru possibles auparavant. Mon exposition de photos à la galerie locale fut un petit événement dans la vie du village. Victor Marchand, mon professeur de photographie, insista pour que je montre mon travail au public. Tu as un œil particulier. Margot, dit-il, tu vois la beauté là où les autres passent sans s'arrêter. 12 de mes photographies, des paysages marins, des détails de vieux bâtiments, des portraits de gens du coin, furent accrochés au mur de la petite salle d'exposition pendant un mois. À ma surprise, 3 d'entre elles furent même achetées. J'envoyais des invitations à l'exposition à mes enfants, sans vraiment espérer que quelqu'un viendrait. La distance, le travail, l'école des enfants. Il y avait toujours des raisons. Mais, soudain, Élodie et Léa arrivèrent. Elles passèrent la journée à regarder mes photos, à se promener sur la plage, à faire connaissance avec Geneviève et ses amis. Je ne t'ai jamais vue comme ça, maman, dit Élodie, alors que nous étions assises sur la véranda de la maison de Geneviève, regardant le coucher du soleil. Si vivante, si libre. Je ne me suis pas vue comme ça depuis longtemps, admis-je. Lors de ma dernière semaine à Saint-Malo, Geneviève organisa un dîner d'adieu. Elle invita tous mes nouveaux amis, Victor et sa femme, Monique, Sabine du cours de yoga, des voisins et d'autres étudiants en photographie. Nous nous assîmes dans son jardin, sous des guirlandes de lumière, mangeant de la nourriture faite maison, buvant du vin et parlant des projets futurs. Alors, vas-tu vraiment retourner à Quimper ? Demanda Sabine, me passant une assiette de salade
Après tout ce que tu m'as raconté sur ta famille. Oui. Hochaïge. Il est temps. Les 6 mois sont écoulés, et je dois tenir ma parole. Et l'argent, demanda Geneviève sans détour. Ma sœur n'avait jamais été très tactique. As-tu décidé ce que tu feras de l'héritage? J'ai soupiré. C'était une question qui m'occupait l'esprit depuis des semaines. Beaucoup de choses avaient changé en 6 mois. Élodie avait commencé à appeler régulièrement, s'enquérant non seulement de ma santé, mais aussi de mes nouveaux hobbies. Julien était réservé au début, mais progressivement, ses appels devinrent plus ouverts. Nous nous disputâmes même quelquefois une vraie dispute, comme des égaux. Pas le genre où il se permettait de rejeter mes opinions. Je n'ai pas encore décidé, dis-je, mais je pense que je vais diviser l'argent. Une partie ira à mes enfants et petits-enfants, une partie à une association caritative et une partie pour toi. Geneviève, dis-je fermement, n'oublie pas de penser à toi. Margot, tu as mérité le droit de vivre la vie que tu veux. Le jour de mon départ, Geneviève me conduisit à la gare. Nous nous tenions sur le quai, et je ressentais un étrange mélange de tristesse et d'anticipation. Ne les laisse pas te transformer à nouveau en ombre. Dites ma sœur, me serrant forte. Bah, c'est quoi, tu as vécu pour les autres trop longtemps. Il est temps de vivre pour toi. Je promets, souris-je, et je reviendrai. Maintenant, j'ai une raison de venir à Saint-Malo. Dans le train, je pensais à la réunion familiale à venir. Nous avions convenu de nous rencontrer chez moi, la première fois que j'y retournais, en 6 mois, selon Élodie. Les enfants se relayaient pour surveiller la maison, arroser les fleurs, s'assurer que tout était en ordre. C'était déjà un changement. Avant, toutes les tâches ménagères reposaient uniquement sur mes épaules. Quimper m'accueillit, avec un ciel couvert et une pluie fine, typique du climat breton, que j'avais étrangement manqué. Dans la Saint-Malo ensoleillée, le taxi s'arrêta devant ma maison et je fus surprise de voir les lumières allumées aux fenêtres. Quelqu'un était déjà à l'intérieur. Ouvrant la porte avec ma clé, j'entendis des voix et des rires venant de la cuisine. Laissant ma valise dans le couloir, je m'y dirigeai et me figeai sur le seuil. N'en croyant pas mes yeux, toute ma famille était là. Julien et Céline, Élodie et Antoine, les 3 petits-enfants. Ils s'affairaient autour de la table, disposant assiettes et verres. Quelque chose sentait délicieusement bon dans le four, et il y avait un vase de fleurs sauvages, mes préférées. Clara fut la première à me remarquer. « Grand-mère » s'exclama-t-elle, se précipitant vers moi, pour une étreinte. « Tu es de retour. » Tout le monde se retourna, et il y eut un silence un instant. Puis Élodie s'approcha, et m'enlaça, suivi de Léa, et même Lucas, qui évitait généralement les gestes d'affection, bienvenue à la maison. « Maman, » dit Élodie, et je remarquai les larmes dans ses yeux. Antoine souriait près du four. Céline ajustait nerveusement les serviettes sur la table, et seul Julien resta où il était, me regardant avec une expression indéchiffrable. « Qu'est-ce que tout cela » demanda-je, regardant autour de la cuisine. « Un dîner pour célébrer ton retour » répondit Élodie. « Nous voulions t'accueillir correctement. »« J'ai fait ton coq au vin préféré » dit Antoine. « Ta recette, bien que pas aussi bon que le tien. Je le crains. »« Et j'ai fait une tarte aux pommes » ajouta Céline. Et je ne pus cacher ma surprise. Céline, qui se vantait toujours de ne pas cuisiner, préférant les restaurants. Et la livraison avait fait une tarte, cannelle et raisins secs, juste comme tu l'aimes, expliqua-t-elle, remarquant ma surprise. C'est Clara a cédé. Merci. Fus-je touché par leurs efforts. C'est inattendu. Julien s'approcha enfin de moi. Il semblait tendu, comme s'il se préparait à quelque chose de difficile. « Maman, commença-t-il, et je remarquai que sa voix tremblait légèrement. Nous sommes tous très heureux que tu sois de retour. Et avant de nous asseoir pour dîner, il y a quelque chose que j'aimerais dire. » Il prit une profonde inspiration. « Je veux m'excuser pour tout, pour la façon dont je t'ai traité au fil des années,
pour ne pas t'avoir vu, ne pas t'avoir écouté, ne pas t'avoir respecté, pour avoir pensé que mes problèmes étaient plus importants que les tiens, pour avoir pris ton amour. Et ton soin pour acquis, j'ai le fixé en silence, n'en croyant pas mes oreilles. Julien, mon fils fier, têtu, qui n'admettait jamais ses erreurs, se tenait devant moi et s'excusait. Ces 6 mois m'ont fait repenser beaucoup de choses, continua-t-il. J'ai réalisé que j'avais été égoïste, que je t'avais traité, non pas comme un être humain, avec ses propres désirs, et droit, mais comme une fonction, une maman qui devait toujours être là, toujours prête à aider, sans jamais se plaindre. Il se tut un instant, rassemblant ses pensées, et j'ai réalisé autre chose. J'avais peur que tu deviennes dépendante de nous, que ta santé se détériore, que tu aies besoin de soins. Alors j'essayais de tout contrôler. Combien de sucre tu mettais dans ton thé? Si tu conduisais ta voiture, si tu sortais sous la pluie, sans parapluie, c'était ma façon de gérer la peur de te perdre. Ah, Julien, commençai-je, mais il secoua la tête. Laisse-moi finir. S'il te plaît, c'est important. Il prit une autre profonde inspiration. Quand tu es parti, j'étais en colère. Je pensais que tu nous manipulais, que tu nous faisais chanter. Mais ensuite j'ai commencé à remarquer à quel point c'était vide sans toi. Pas seulement à la maison, mais dans nos vies. Et ce n'était pas à propos de l'argent. Je le jure, c'était à propos de toi. Étant le cœur de notre famille. Tu l'as toujours été, et nous ne le voyons tout simplement pas. Maintenant, je luttais contre les larmes. Mon cœur battait fort, et ma gorge était nouée. Je suis désolé. Maman, finit Julien. Je suis désolé pour tout. Et sache que, peu importe ce que tu décides à propos de l'argent, je t'aime. Nous t'aimons tous. J'ai l'enlacé en silence, incapable de parler. Mon fils, mon garçon compliqué, fier, me voyait enfin, me voyait vraiment quand nous nous séparâmes. Je remarquais que tout le monde essuyait furtivement des larmes, même Lucas, qui prétendait être très occupé sur son téléphone, reniflait suspectivement. Merci, Julien, dis-je enfin. Et ça compte beaucoup pour moi. Asseyons-nous, suggéra Élodie, brisant le moment émotionnel. Tout est prêt, et le coq au vin va refroidir. Nous nous installâmes à la table, et je fus surprise de me retrouver assise, non pas en boute, servant et desservant, mais sur le côté, comme une invitée. Antoine et Élodie servaient la nourriture sur les assiettes, Julien ouvrit le vin. Céline disposa les verres. Tout se passait sans ma participation, non pas parce qu'on m'ignorait, mais parce qu'il voulait que je me repose. Le dîner se passa dans une atmosphère chaleureuse. Détendue, nous parlions de ma vie à Saint-Malo, des photos, des nouveaux amis. Les enfants parlaient de leurs affaires, sans les plaintes. Et le drame habituel, juste en partageant les nouvelles. Les petits-enfants parlaient avec excitation de l'école, et de leurs projets et plans. Après le dessert, la tarte aux pommes, qui, à ma surprise, était presque aussi bonne que la mienne. Élodie versa le thé, et la conversation tourna inévitablement vers ce que tout le monde pensait. « Maman, commença-t-elle prudemment, nous aimerions tous savoir, as-tu pris une décision à propos de l'argent ?» Je posais ma fourchette et regardais ma famille. Ils attendaient, retenant leur souffle. Il y a 6 mois, j'aurais vu seulement de la cupidité et du calcul dans leurs yeux. Mais maintenant, je voyais de l'incertitude, de l'espoir, et plus important encore, une volonté d'accepter, quelle que soit ma décision. Oui, répondis-je. J'ai décidé de diviser l'héritage. Un tiers ira à une association caritative pour un fonds destiné aux personnes âgées vivant seules. J'ai déjà contacté plusieurs organisations et j'en ai choisi une, dont les objectifs et les méthodes de travail sont proches des miens. Je marquai une pause, observant leurs réactions. Personne n'objecta, personne ne montra de déception. Ils attendaient simplement que je continue. Un tiers sera partagé entre vous, Julien et Élodie. Pas également, mais selon les besoins.
Julien, tu as un emploi stable, bien rémunéré. Élodie, toi et Antoine avez une situation plus compliquée, surtout avec ces déplacements pour le travail. Donc vous aurez un peu plus. Julienne hocha la tête, ne montrant aucun mécontentement. Que sa part soit plus petite, c'était nouveau. Par le passé, il insistait toujours sur une division juste, c'est-à-dire égale de toutes, et je garde un tiers pour moi, finis-je, pour voyager, pour de nouveaux hobbies, pour la vie que je veux vivre, tant que j'ai encore le temps, et l'énergie. C'est juste, dit Julien. Plus que juste. Je suis contente que tu le penses, souris-je, parce qu'il y a autre chose. Je vais vendre cette maison. Maintenant, il y avait une réelle surprise sur leur visage. Vendre la maison, intervint Élodie. Mais où vas-tu déménager? J'ai repéré un petit appartement, plus près du centre-ville, avec une belle vue sur le port. Surtout, sans jardin à entretenir. Mais cette maison, il y a tant de souvenirs ici, objecta Julien. Nous avons grandi ici. Papa aimait cette maison. Oui, acquiesçai-je. Mais une maison, ce n'est pas les murs, ce sont les gens qui y vivent. Et en ce moment, cette maison est trop grande pour moi seule. De plus, elle contient tant de souvenirs d'Étienne que parfois ça fait mal. J'ai regardé leur visage perplexe et ajouté plus doucement. Je ne disparais pas de vos vies. Je veux juste vivre dans un endroit qui sera mon choix, pas un héritage du passé. Un endroit où je pourrais commencer un nouveau chapitre. Je comprends, dit Céline brusquement. Un nouveau départ nécessite un nouveau décor. Je lui souris avec gratitude. Peut-être y avait-il du vrai dans ce qu'elle disait. Une nouvelle maison symbolisait une nouvelle vie pour moi, débarrassée des blessures et des déceptions passées, sans les rôles et les attentes habituelles. Et les fêtes, demanda Léa. Nous nous réunissions toujours ici à Noël. Nous nous réunirons encore, ma chérie, répondis-je. Juste dans un endroit différent, peut-être parfois chez moi, parfois chez tes parents, ou chez Julien et Céline, et parfois, peut-être, nous irons tous quelque part ensemble, à la mer ou dans les montagnes, comme une vraie aventure. Elle s'illumina. Exactement, lui fis-je un clin d'œil. La vie est trop courte pour toujours faire la même chose. Après le dîner, Julien et Antoine firent la vaisselle. Et Élodie, Céline, et moi allâmes dans le salon. Les enfants se dispersèrent dans la maison, Lucas avec son téléphone. Comme d'habitude, Clara avec un livre. Léa décidant d'aider son père, et son oncle dans la cuisine. Maman, dit Élodie, alors que nous nous installions sur le canapé, je veux que tu saches qu'Antoine et moi avons beaucoup parlé de ce qui s'est passé, de la façon dont nous t'avons traité au fil des années. Julien et moi aussi, ajouta Céline. C'était révélateur. Je suis contente que vous y pensiez, répondis-je, parce que ce n'est pas à propos de l'argent. Ça n'a jamais été à propos de l'argent. Il s'agit de respect, de se voir pour ce que nous sommes, pas ce que nous sommes à l'aise de présenter les uns aux autres. Nous comprenons, hocha Élodie, et nous voulons changer. Nous le faisons déjà. Je le vois, souris-je, et j'apprécie vos efforts. Céline, généralement réservée et un peu arrogante, puis soudain main. Tu sais, Margot, j'ai toujours été un peu jalouse de toi, confessa-t-elle. La façon dont tes enfants t'aiment, la façon dont tes petits-enfants sont attirés par toi, je n'ai jamais pu être si réelle. Toujours préoccupée par les apparences. Ce que les autres penseraient, tu étais juste toi. Je la regardai avec surprise. Je n'avais jamais pensé que Céline, toujours si sûre d'elle et de sa supériorité, pouvait être jalouse de moi. Être soi-même est parfois la chose la plus difficile que nous puissions faire, répondis-je. Mais c'est aussi la plus importante. Sarna. Nous parlâmes tard dans la nuit, non seulement du passé et de ses erreurs, mais aussi de l'avenir, de nos espoirs et de nos plans
Élodie me dit qu'elle envisageait de changer de travail. La comptabilité n'avait jamais été sa passion. Elle rêvait d'écrire. Céline admit qu'elle était fatiguée de la course sans fin pour le statut et le luxe, que parfois elle voulait juste s'asseoir avec une tasse de thé et un bon livre, pas assister à un autre événement caritatif. Nous parlions comme des égales, comme des femmes, chacune avec sa propre vie, ses propres joies et peines, ses propres rêves et peurs, pas comme belle-mère, et belle-fille, pas comme mère et fille, mais comme des amis partageant leurs pensées les plus intimes. Quand tout le monde commença à rentrer, je ressentis, non pas du soulagement, comme je le faisais après les réunions familiales, mais une légère tristesse de la séparation. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment bien avec ma famille. Nous passerons demain pour t'aider à déballer, dit Julien, en disant au revoir. Et je fixerai un rendez-vous avec un agent immobilier, si tu décides vraiment de vendre. Merci, l'enlaçai-je. Mais prends ton temps, je ne vais nulle part de sitôt, sauf à Saint-Malo. Il sourit. Geneviève planifie probablement déjà ta prochaine visite. En fait, nous pensons voyager ensemble en Italie. Admis-je, j'ai toujours voulu voir Venise. L'Italie. Il semblait surpris, mais pas alarmé. Comme avant. Ah, ça semble merveilleux. Peut-être pourrais-tu ramener de nouvelles photos. Pour ta collection. Je le ferai. Hokaige. Et peut-être pour une nouvelle exposition. Quand tout le monde fut parti, je fis le tour de la maison, si familière et si étrangère, chaque pièce contenait des souvenirs, heureux et tristes, importance et éphémères. Ici, Julien avait fait ses premiers pas. Ici, Élodie avait écrit son premier poème. Ici, Étienne et moi avions passé la dernière soirée avant sa mort. Mais maintenant, j'étais prête à lâcher le passé, pas à l'oublier, pas à le rayer, mais juste à le laisser devenir une partie de l'histoire, pas une encre me retenant en place. Je m'allongeais dans mon lit, regardant le plafond, et pensais à la façon dont ma vie avait changé. En ces 6 mois, j'étais passée d'invisible, une fonction, une grand-mère pratique, à une personne avec ses propres désirs, et droit, une personne qui est vue, entendue, respectée, et ma famille avait changé aussi. Nous avions tous changé, appris à nous voir, non seulement comme des rôles familiers, mais comme des personnes vivantes, avec leurs propres forces et faiblesses et baisses, peurs et espoirs. L'argent que j'avais presque donné à une association caritative avait joué son rôle, c'était le catalyseur qui nous avait tous fait arrêter et repenser nos relations, mais en fin de compte, ce n'était pas à propos de l'argent, c'était à propos de l'amour, qui avait toujours été entre nous, mais était enfoui sous des couches de ressentiment, de peur. Et d'habitude, en m'endormant, je pensais à la façon dont demain serait un nouveau jour, un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre dans lequel je serais non seulement une mère et une grand-mère, mais aussi une photographe, une voyageuse, une exploratrice du monde, un chapitre dans lequel ma famille fera partie de ma vie, mais pas toute ma vie. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte de voir ce que demain apporterait.